Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Startup. Price Minister, Sparrow, Neolan ou plus récemment Darjeeling, Bankies ou Pilk, le rachat de startups se multiplie dans l'Hexagone, parfois par d'autres startups, par des grands groupes français, voire même des grands groupes internationaux comme Captain racheté par Microsoft, Mesagraph racheté par Twitter ou encore l'américain AppNexus qui vient de racheter Aleti. Nous en discutons justement aujourd'hui avec le président fondateur d'Aleti dans le Talk Startup. Laurent Nicolas, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes l'ancien président fondateur d'Alenti, et non pas Aleti, qui propose une solution de mesure et d'optimisation de visibilité publicitaire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Voilà, j'ai créé Alenti en 2007 et l'idée à cette époque était de mettre en œuvre les technologies les plus avancées pour savoir si les publicités sur Internet sont visibles ou pas. Il faut savoir qu'une publicité est payée lorsqu'elle est affichée dans une page, mais si elle est affichée en bas de la page et que l'internaute ne descend pas pour lire le contenu situé en bas de la page, la publicité a été payée par l'annonceur mais n'a pas été visible, donc ne peut pas être cliquée, ne peut pas être mémorisée, n'a aucun impact sur l'internaute. Et donc vous aviez développé en fait une technologie qui permettait de vérifier si la publicité était vue ou non par l'internaute. Exactement. On a en fait été les premiers au monde à faire ça. Donc on a fait beaucoup de R&D, on a fait 2 ans de recherche et développement, on a développé cette technologie, on a été les premiers en fait à montrer et à quantifier quelle était la part des publicités non visibles sur Internet. Et aujourd'hui, il faut avoir en tête que sur les milliards de dollars dépensés en publicité sur Internet, il y a une publicité sur 2 qui n'est pas visible. Donc en fait, il y a un impact énorme sur l'industrie publicitaire sur Internet. Alors l'aventure a démarré en 2007, on est aujourd'hui en 2014, vous avez été racheté en juin 2014. Un petit mot sur ces 7 ans qui vous ont conduit finalement à faire racheter votre entreprise par AppNexus ? Alors ces 7 ans nous ont permis de développer en fait une activité de mesure pour différents types de clients. On a toujours cherché à être neutre, donc à mesurer que ce soit pour les annonceurs ou les agences médias donc qui cherchent en fait à mesurer une campagne, savoir la performance d'une campagne, ou à l'inverse pour les sites et les régies publicitaires qui cherchent eux à valoriser leurs inventaires. Donc en fait on a vendu à tous les acteurs de la chaîne de la publicité sur Internet et en fait on s'est développé principalement en autofinancement après une levée de fonds auprès de Business Angel. On s'est développé jusqu'à atteindre 17 personnes et avoir des activités dans une 12aine de pays. Et donc en 2014, c'est le rachat par AppNexus. Est-ce que se faire racheter, c'est un objectif dès le départ ou c'est quelque chose qui vous est apparu dans la stratégie comme plus tard ? Alors dans le monde de la publicité sur Internet, on sait dès le départ qu'il y a très souvent des consolidations et surtout dans le monde de la tech. Donc en fait, on sait dès le départ qu'on peut avoir une sortie en étant racheté. Donc c'est une possibilité qu'on a depuis le départ. Ce n'est pas un but, il ne faut pas monter une boîte pour se faire racheter, c'est une possibilité de sortie. Et alors, comment ça s'est passé concrètement ? C'est AppNexus qui vous a approché ? C'est vous qui les avez approchés ? Alors, depuis 2010, j'avais une vision de l'utilisation de la visibilité publicitaire sur Internet qui se rattachait à un autre phénomène massif qui est l'industrialisation des achats publicitaires, donc les plateformes, les places de marché, les marketplaces d'achats publicitaires qui étaient en train de se développer. Et je me suis dit, une place de marché publicitaire dans laquelle la visibilité vient comme une donnée directement exploitable, là ça prend tout son sens. Donc dès 2010, on avait commencé à travailler avec des places de marché publicitaires, dont AppNexus, en tant que partenaire externe. Et l'histoire en fait, du rachat a commencé en 2012 lors d'une rencontre très brève en Allemagne avec le PDG d'AppNexus. Et visiblement, je pense qu'on a dû parler pendant moins d'1 minute, mais j'ai dû dire des choses qui l'avaient intéressé. Il a aimé ma vision. Je me suis rendu compte qu'il comprenait vite et qu'il était prêt à partager une vision. On ne s'est pas revus et ensuite j'ai lancé un processus de recherche de partenaires stratégiques ou d'acquéreurs pour la société, donc qui a commencé en 2013, donc qui a cherché, en fait, on a contacté plusieurs sociétés, dont AppNexus, mais plusieurs sociétés, et au final, c'est AppNexus qui a été choisi. Et donc finalement, vous vous connaissiez déjà, parce que ça ne doit pas être un choix facile de décider qu'on va revendre sa société ou se faire racheter. Donc vous connaissiez AppNexus et vous voyez que vous aviez déjà travaillé ensemble et vous aviez peut-être des lignes stratégiques communes ou simplement une façon de travailler commune ? Je pense qu'on avait pas mal de valeurs en commun, donc c'était une start-up, même si c'est une start-up
à une échelle américaine, puisque aujourd'hui, maintenant, AppNexus, c'est 700 personnes. La société a été montée en 2007 comme LNT, mais c'est 700 personnes, plus de 110 millions de dollars levés cette année. Donc on est dans une autre échelle, mais avec une grosse composante technologique comme LNT et une vision commune. Donc ça, c'est extrêmement important. Et un PDG qui est celui qui a révolutionné la publicité sur Internet en montant les premières plateformes qui automatisaient les achats. Donc quelqu'un d'extrêmement respectable. Et donc c'est important quand on est un fondateur de se dire la personne à qui je vais vendre ma société est une personne que je peux respecter et avec qui j'ai envie de travailler dans les années à venir. Que j'ai envie de suivre presque aussi. Exactement. Et est-ce que vous savez ce qui les a attirés justement chez LNT? Alors en fait, il y a plusieurs dimensions. Il y avait une première dimension qui était qu'on avait une vision avant tout le monde. On était les premières boîtes américaines qui sont arrivées sur ce secteur ont commencé en 2009-2010. Nous, on était là depuis 2007. Donc il y avait déjà cette... Vous aviez le savoir-faire, vous aviez peut-être aussi des brevets qui on avait une très forte technologie et dans le processus de la vente, donc qui a duré de septembre 2013 à juin 2014, on était dans une phase d'accréditation auprès d'organismes américains qui ont en fait audité notre technologie et nous ont labellisé et avec des performances certainement meilleures que nos concurrents, ce qui a en fait a rassuré AppNexus et les différentes sociétés avec qui on discutait de l'excellence de notre technologie. Alors on va maintenant rentrer dans le vif du sujet parce que cette émission s'appelle « Comment et pourquoi se faire acheter ?» Mais juste avant, je vois qu'il y a pas mal d'internautes qui vous posent des questions, notamment Titi qui vous demande « N'avez-vous pas eu le regret de vendre trop tôt ?» C'est une très bonne question. Je crois que c'est un Rockefeller qui disait, donc lui dans le domaine des actions, qu'il a fait sa fortune en vendant toujours trop tôt. Donc il faut à un moment faire une analyse stratégique de l'environnement. Vendre trop tard, c'est ne pas vendre. Et potentiellement mal terminer l'histoire. Vendre trop tôt, c'est avoir une chance de vendre. Et globalement, en fait, ça fait le lien avec l'autre question sur… d'Eliott, comment arbitrer entre le rachat et la volonté de faire grossir son entreprise? Ah, par exemple aussi. En fait, mais tout ça, c'est la genèse. Pourquoi on décide de vendre? On vend parce qu'en fait, on fait une analyse de son marché et on a une idée de ce vers quoi le marché doit aller. Et en fait, on se rend compte que lorsqu'on doit mettre de la visibilité dans une plateforme d'achat automatisée de la publicité, soit on construit sa propre plateforme. Et ça, c'est des investissements de dizaines, centaines de millions de dollars, donc qui est une option tout à fait louable, mais très difficile à faire, et surtout, on va dire, en Europe, où l'accès au financement à ces niveaux-là sont très difficiles. Sont plus restreints. Donc, soit on se dit, pour faire cette vision, on va s'adosser à une société qui, elle, a la grosse partie de la plateforme, et on va ajouter une brique importante, mais on va ajouter une brique. Donc en fait, en 2013, on a fait cette analyse stratégique et on s'est rendu compte que c'était le moment parce que la visibilité devenait vraiment un buzzword de la publicité sur Internet. Donc c'était le bon moment. On allait, fin 2013, avoir notre accréditation aux États-Unis par un organisme indépendant. Donc il y avait toute une conjonction en fait, d'éléments qui me faisaient dire que c'était le moment d'y aller. Donc on a mandaté une banque d'affaires pour trouver un acquéreur. Et justement, alors on va voir comment ça se passe concrètement. Quelles sont les étapes? Parce que donc, vous avez rencontré donc, ce dirigeant une première fois. Vous avez ensuite fait un appel d'offres finalement, enfin on peut appeler ça un appel d'offres. Et ensuite, quelles ont été les étapes jusqu'à 2014, juin 2014, où vous avez finalement été définitivement racheté? Donc, entre la première étape, il y a 2 ans, et l'appel d'offres, on s'est jamais revus. Mais on a continué à travailler indirectement ensemble. Mais ça maintient un lien et la confiance se construit même si on se voit pas. Parce que ça se passait toujours très bien. Ça se passait toujours très bien des deux côtés. Donc voilà, on construit comme ça une relation de confiance. Ensuite, il y a cette étape de la décision. Est-ce que je cherche un acquéreur? Donc une fois que cette étape est faite, là il faut y aller sérieusement. Il faut pas le faire à moitié. Donc mandater une banque d'affaires, donc ce sont des sociétés de conseil qui font les intermédiaires de fusion-acquisition. Et on a travaillé avec une banque d'affaires française qui était en partenariat avec une banque d'affaires à New York. Oui, parce que ça c'est indispensable si on veut toucher des racheteurs internationaux. Exactement. D'accord. Voilà. Donc on a travaillé avec Aelios en France, qui était en partenariat avec Da Silva Phillips à New York, ce qui a permis en fait de répartir quelque part les prises de rendez-vous, les suivis, etc. entre les acquéreurs potentiels en Europe et les acquéreurs potentiels aux États-Unis.
Donc là, c'est l'appel d'offres. Ensuite, plusieurs personnes répondent, j'imagine. Voilà. Ensuite, donc, il y a une phase de pitch où on a un grand nombre même de compagnies qui demandent à en savoir plus. Donc en fait, on va faire des pitchs. Donc là, vous les rencontrez, vous êtes on les rencontre ou en vidéoconférence. Et là, on fait une présentation de business plan, de vision, on présente l'équipe, on présente tout ce qu'on a envie de faire et les synergies qu'on voit avec l'acquéreur potentiel. Et ensuite, il y a une phase qui s'appelle une phase d'analyse avec une data room où donc les acquéreurs potentiels qui sont vraiment intéressés peuvent avoir accès, avec des conditions de confidentialité extrêmement strictes, évidemment, à toutes les données chiffrées de l'entreprise, que ce soit des données comptables, des contrats, les CV, etc. C'est ce qu'on appelle la due diligence ou c'est la due diligence, voilà, c'est ça. C'est une étape extrêmement importante qui dure quand même quelques mois. Et alors, comment on la vit en tant qu'entrepreneur, cette due diligence? Parce qu'en fait, c'est un peu comme si on passait tout votre travail depuis le début au rayon X et qu'on se permettait d'émettre un jugement à la fin, à savoir j'ai envie d'y aller ou j'ai pas envie d'y aller. Complètement. Alors en fait, c'est quelque chose qu'il faut avoir travaillé en amont. Par exemple, à Lenti, on est une société française. On a la particularité d'avoir notre recherche et développement en Bretagne, à Quimper. Le fondateur d'Alenti, Nicolas Thomas, était basé à Quimper. Donc en fait, il a recruté, il s'occupait de la R&D, tous les ingénieurs autour de lui. Le fait d'être sur deux lieux différents nous a obligés, on le savait, à avoir plus de formalisme, à beaucoup documenter nos relations pour que ce qui se passe autour d'une table ou d'une machine à café normalement, là, se passait avec beaucoup de formalisme. Et ce formalisme, on a pris la décision dès le début de se dire que toutes les documentations qu'on voulait être pérennes étaient rédigées en anglais. Donc en fait, on avait déjà anticipé le fait que des acteurs étrangers pourraient venir mettre le nez. Donc en fait, on était assez confiants sur le fait qu'ils allaient trouver énormément d'informations. Et ça, c'est ce qu'ils cherchent. Donc en fait, tous les gens qui ont regardé nos documentations ont été impressionnés par la quantité et le formalisme qu'on avait mis dans la société. Et en anglais, parce qu'on sait très bien dans notre secteur qu'il était assez probable que la sortie se fasse avec une société étrangère, même si ça aurait pu... j'aurais été ravi de travailler avec des sociétés françaises. Et donc du coup, là aujourd'hui, vous travaillez en anglais par exemple ou vous travaillez toujours en français? On a toujours plus ou moins travaillé en anglais, de toute façon beaucoup, et même entre français, à l'écrit. À l'oral, on essaie de parler français pour bien se comprendre, c'est quand même important. Et personnellement, je travaille beaucoup avec New York maintenant, donc beaucoup en anglais, oui, évidemment. Et alors, donc ça, c'était la phase de due diligence. Puis ensuite, j'imagine, plusieurs sociétés ont exprimé le souhait de vous racheter, peut-être une seule. Comment est-ce que vous avez fait votre choix? Il y a peut-être eu des négociations. Comment ça se passe ensuite? Alors, il y a évidemment une phase de négociation en amont. Donc, en fait, on demande aux sociétés d'émettre une term sheet, c'est-à-dire en fait un document qui détaille, sans être encore engageant, ceux qui veulent, à quelles conditions ils veulent racheter la société. Donc c'est des documents juridiques en anglais. Et c'est là qu'une banque d'affaires aide pas mal pour les décortiquer, les comprendre et les expliquer et négocier même. Et en fait, une fois qu'on a les term sheets, on a une idée de la valeur d'un deal par rapport à un autre. Donc on a eu la chance, on a eu plusieurs term sheets et on a pu faire un choix réel. Et donc finalement, quand on est entrepreneur en phase de vente, on passe son temps dans l'avion, surtout quand on veut vendre une société internationale. Alors en fait, en plus du travail au quotidien, on fait beaucoup de choses à distance. Étant déjà donc avec des bureaux aussi Londres, donc on passait déjà beaucoup de temps en vidéo. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire à distance. Avoir une banque d'affaires aux États-Unis, ça permet aussi que la banque d'affaires rencontre l'acquéreur et donc discute de points juridiques sans que j'ai besoin d'y aller. Donc finalement, on n'a pas fait, on avait peut-être été 3 fois à New York sur 6 mois, mais voilà, c'est très très gérable. Alors Alison vous pose une question qui rejoint une des miennes, c'est en phase de vente, comment gérez-vous vos équipes? Pas de baisse de motivation. Et c'est vrai que quelle a été la réaction des salariés quand vous leur avez annoncé que vous rachetiez la société? Est-ce que il y a dû avoir un accompagnement? Alors en fait, on est une petite société et en termes de management, on a toujours été très transparent.
Donc au moment où on a lancé même le processus, les salariés étaient au courant qu'il y avait un processus de recherche d'un partenaire stratégique. Et en fait, encore une fois, ça aurait pu prendre une autre forme qu'un rachat. Ça aurait pu être une alliance avec une prise de participation, etc. Donc les salariés étaient au courant et avec une politique de stock option, tout le monde est motivé en fait quelque part pour la réussite de ce type d'opération. Alors vous parlez de stock option, ça veut dire qu'effectivement lors de la répartition des actions, quand il y a eu le rachat de la société, les salariés ont eu également leur part de… Les salariés avaient des stock options qui, dans ce cas-là, sont achetés. Enfin, c'est un mécanisme classique, voilà, tout à fait. Alors de manière plus générale, si on prend le vivier de start-up en France, qu'est-ce qui, selon vous, peut attirer les acteurs étrangers ou les grands groupes français chez des startups françaises? Que doit avoir une startup pour attirer des grands groupes et se faire racheter par un grand groupe? Alors, je pense qu'une des forces des startups françaises, c'est l'excellence des technologies. On a des très très bons ingénieurs. On n'a vraiment pas à rougir de nos ingénieurs, au contraire. Donc ça, c'est vraiment une carte à jouer vis-à-vis des acquéreurs étrangers. On a un système d'accompagnement qui est vraiment différent de celui des États-Unis, c'est-à-dire qu'on est très peu financé globalement. Pour un Américain, avoir quelques centaines de milliers d'euros de financement de business angel et développer une technologie comme la nôtre et faire un business rentable et croître en autofinancement, c'est juste complètement impensable. Donc les Français sont rentables, donc en fait, on est obligé d'être rentable et on est obligé de trouver des solutions intelligentes pour pallier quelque part un manque de fonds. Mais ces solutions intelligentes font qu'on a souvent des technologies qui tiennent vraiment la route. Bon alors c'est assez récent parce que vous avez été racheté en juin 2014, mais si comme ça vous deviez nous donner les gros avantages que vous voyez à cette faire racheter. Alors, dans mon cas, la vraie motivation était de pouvoir mettre en place la vision que j'avais de l'intégration de la visibilité dans une plateforme technologique. Le but derrière est de changer carrément le modèle économique de la vente de la publicité sur Internet. Donc à partir de maintenant, je travaille activement en fait à mettre en place cette vision. Donc j'ai encore un peu de travail, mais on parle réellement de changer un modèle économique qui existe depuis 20 ans, qui a atteint ses limites. Et le but, c'est de pouvoir vendre et acheter de la publicité visible sur Internet, donc un vrai changement profond de l'économie de la publicité. Et alors Alison, qui est très actif, vous pose une autre question. Quel avenir pour votre équipe? Est-ce que tout le monde est intégré à AppNexus? Ça, c'est des discussions qu'on a évidemment en amont, c'est des choses qui évoluent ensuite. Donc, il y a une partie activité business, il y a une partie techno, donc il y a des cas un peu séparés. Et c'est vrai que vous avez dû longuement discuter, notamment sur est-ce que vous étiez d'accord de ce qu'allait devenir Allenti? Est-ce que vous étiez d'accord sur la vision d'Allenti sur le long terme? Alors, tout à fait, on avait vraiment discuté sur qu'est-ce qu'on veut faire enfin, en termes de vision globale de l'intégration de cette brique technologique dans une plateforme plus large. Ouais, tout à fait, c'est fondamental d'être d'accord sur la finalité. Et alors, de manière plus générale, certaines personnes pensent que l'avenir d'une start-up française est forcément de se faire racheter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout? On a des contre-exemples. On a Criteo qui est le contre-exemple dont tout le monde parle. Et c'est un contre-exemple qui ne va plus rester l'exception. C'est-à-dire à partir du moment où Criteo a ouvert la marche, je pense que beaucoup d'autres vont pouvoir avoir ce type de sortie. Dans notre cas, en fait, on avait une fonctionnalité qui prenait tout son sens dans un ensemble plus grand. Criteo avait une offre qui permettait de grimper de façon en restant indépendante. Et d'aller conquérir l'international. Donc voilà, en fonction du type de modèle économique, du type de business dans lequel on est, on peut viser un type de sortie ou un autre, comme une introduction en bourse. Eh ben, merci beaucoup Laurent Nicolas. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, Money Time. Yacine Terki, bonjour. Bonjour Nicolas.
Alors, vous êtes le cofondateur de TopDrive. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est TopDrive? Alors, TopDrive, c'est un assistant d'achat alimentaire en ligne qui révolutionne la manière dont on fait ses courses alimentaires. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire révolutionner? Ça veut dire qu'on va accompagner l'utilisateur tout au long de son processus d'achat, donc du remplissage du panier jusqu'au paiement. Et sur chacune de ces étapes, on va essayer de lui faire gagner du temps et de l'argent. Donc moi, internaute lambda, je vais sur TopDrive, je me connecte et je peux faire mes courses comme sur n'importe quel site marchand. Alors justement, vous pouvez faire vos courses comme sur n'importe quel site marchand, mais d'une façon différente. Aujourd'hui, quand on fait ses courses alimentaires sur Internet, on duplique les modes de consommation qu'on avait dans la distribution physique. C'est-à-dire que si vous voulez choisir 40 produits, vous devez aller dans 40 rayons et prendre 40 produits. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est en utilisant les technologies informatiques et les big data, de changer cela. Donc on a développé des outils, typiquement, nous utilisons ce qu'on appelle la liste express, donc vous tapez vos produits et avec nos algorithmes de reconnaissance sémantique, nous allons trouver les produits à votre place. Donc en un clic, vous avez 40 produits au lieu d'aller dans 40 rayons. Donc la liste est déjà préparée et vous avez juste ensuite à décider si tel produit vous correspond, tel produit vous correspond pas et changer en fonction. Alors c'est votre liste, mais effectivement vous tapez ou vous copiez votre liste et on trouve tous les produits. Et ensuite vous ajoutez ou vous enlevez des produits. Donc vous divisez votre temps de recherche par 3. Un des autres outils que nous avons aussi développé, c'est partir de recettes de cuisine pour remplir le panier. On sait que de plus en plus de personnes optent pour le fait maison, on voit le succès des sites de cuisine. Et donc l'idée c'est de choisir une recette, de cliquer sur ajouter à mon panier et on va vous remplir votre panier directement sans avoir à aller chercher les 10 produits. Et donc, si je vais sur TopDrive, je peux ensuite aller. Enfin, TopDrive va ensuite chercher ses produits directement chez Auchan, chez Carrefour, ou les gens citent un troisième chez Casino. Alors, tout à fait. Il y a 3 étapes. Donc, il y a le remplissage du panier. Donc, je vous ai cité quelques outils pour diviser le temps de remplissage par 3. La deuxième option que nous avons, c'est la comparaison. Donc on peut comparer entre les différents distributeurs. Exactement. Une fois que vous avez rempli votre panier, ce qui prend normalement 40 minutes sur topdrive.fr, c'est à peu près 10 minutes. Vous remplissez votre panier de manière intelligente et simple et ludique. Ensuite, vous pouvez comparer. Donc, en temps réel, quand vous ajoutez les produits, vous allez voir le prix de votre panier et non plus le prix des produits, parce qu'en fait, les utilisateurs ne sont pas intéressés par le prix du produit, mais le prix du panier. Donc, en temps réel, vous avez les prix du produit. Et en un clic, vous pouvez opter pour l'enseigne chez laquelle vous désirez faire vos courses et transférer le panier. Donc, on transfère votre panier chez l'enseigne. La propriété physique et le paiement se font sur le site de l'enseigne. Et au niveau des promotions, c'est également mis en avant sur TopDrive de manière aussi classique que sur un site Alors, c'est une très bonne question. Alors oui, c'est mis en avant et ce sur quoi on travaille, c'est mettre en avant de façon encore plus évidente. Pourquoi? On se rend compte aujourd'hui, c'est ce que dit Michel-Édouard Leclerc, que la guerre des prix qu'on annonce n'est pas totalement une guerre des prix. Donc il y a une guerre des prix, mais il y a aussi une guerre des promotions. Et donc guerre des promotions, ça veut dire que pour pouvoir économiser sur son panier, c'est bien de comparer les enseignes, mais surtout, il faut pouvoir accéder rapidement aux promotions et pour cela, pouvoir changer de liste. Si on réutilise à chaque fois la même liste de courses, cela veut dire qu'on ne pourra pas accéder, si on achète toujours la même marque d'eau et qu'à un moment il y a un autre pack d'eau qui est en promotion, on va juste réutiliser la même liste et donc on n'aura pas de levier d'économie. Donc nous, l'idée c'est de dire, ok, on comprend très bien que vous vouliez utiliser vos listes parce que vous n'avez pas envie de perdre de temps. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de vos listes, très bien, mais à partir de ces listes, on développe des outils, quelques blocs qui vont venir sur cette liste pour vous permettre, entre guillemets, d'optimiser cette liste de manière simple et rapide, et donc d'économiser. Donc on a bien compris que ça nous faisait gagner du temps. Et du côté entrepreneur, alors comment est-ce que ça se monétise un service comme celui-là? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché de la vente alimentaire en ligne, c'est un nouveau marché. Donc autant pour les utilisateurs finaux, ils ont besoin, on est en train de repenser, on essaie de travailler avec eux pour voir la manière dont la manière dont on fera ses courses alimentaires demain. De la même manière, avec les industriels et les enseignes, c'est un marché qu'elles ne connaissent pas. Donc c'est un marché qui n'existait quasiment pas il y a 4-5 ans et qui aujourd'hui pèse déjà 4 milliards d'euros. Donc sur ce marché, on a tout à apprendre. Donc les enseignes ont déjà besoin de comprendre les stratégies de leurs concurrents, les enseignes ou les marques. Donc la première chose que nous faisons, c'est que tous les soirs, nous récoltons plus de 40 millions de prix avec toutes les informations produits, donc que nous retraitons, que nous fiabilisons, et nous avons construit un outil à destination des enseignes et des marques qui leur permet, par exemple, en temps réel, via un tableau de bord, de suivre l'évolution de leur prix, de la qualité de leur distribution, leur rupture de stock, la leur, mais aussi celle de leurs concurrents. Donc ça, c'est le premier levier. Donc ça, c'est un service payant? Ça, c'est un service payant à destination des industriels et des des enseignes. Et bien entendu que le site est 100% gratuit pour les consommateurs. Exactement. Donc on a un premier, cette première harmonisation, le levier le plus important, c'est le traitement des big data. Et aujourd'hui, on a pas mal avancé sur le sujet et les enseignes et les marques sont intéressées par ce type de données qu'elles n'avaient pas. Surtout qu'elles ont besoin de comprendre qui est ce nouveau consommateur,
quelles sont les stratégies de leurs concurrents, et pour tout ça, pour construire leur stratégie digitale. Par la suite, on réfléchit à d'autres outils de référencement payant, donc des outils pour mettre de mise en avant, évidemment de manière transparente pour l'internaute, mais de mise en avant des produits, puisque la réutilisation de la liste fait disparaître certains achats, et donc on veut donner aux marques un moyen de communiquer sur leurs produits. De la possibilité de remettre en avant des produits qui seraient peut-être passés à la trappe. Exactement. Vous avez dans un magasin physique, vous pouvez avoir des promotions mises en avant, vous pouvez avoir des têtes de gondole. L'idée, c'est sur Internet, qu'est-ce que cherche l'internaute? Et donc, on va essayer pas de recréer forcément les mêmes outils, mais de répondre aux attentes de l'utilisateur. Alors, vous avez fait une levée de fonds, je crois, assez récemment. À quoi ça va vous servir déjà? Combien et à quoi ça va vous servir? Alors oui, effectivement, on a fait une levée de fonds au mois de juillet, donc le montant était de 500 000 €. À quoi ça va nous servir? Ça va être essentiellement du développement de technologie parce qu'on on essaye d'inventer la manière dont les gens feront leurs courses alimentaires demain. Pour ce faire, il faut non seulement comprendre ce que font les consommateurs et ce qu'ils auraient envie de faire, et surtout utiliser toutes les données pour rendre des outils intelligents. Je vous donne un exemple. Si on se rend compte qu'une personne, sur une liste, si une personne utilise sa liste mais change toujours X produits, on va faire ce qu'on appelle des listes intelligentes. Donc on va repartir d'une liste, on va donner une base de liste et on va lui permettre de compléter. Si on se rend compte qu'une personne est très sensible aux promotions, même chose, on va mettre en avant certaines promotions. Donc ce qu'on veut faire, c'est non plus l'utilisateur qui va s'adapter au site, mais notre site qui va s'adapter à l'utilisateur. Eh ben, on vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Merci. Merci beaucoup Yacine Terki. Laurent Nicolas, merci à vous aussi d'être venu sur notre plateau. Merci. Quant à vous, chers internautes, si vous désirez en savoir plus, je vous donne rendez-vous mercredi 1er octobre au Startup Keynote organisé par le magazine Madines à la Gaîté Lyrique sur le thème « Comment se faire acheter ?» Toutes les informations sur madines.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous recevrons Philippe Herbert de Banexiventure et Paul-François Fournier de la BPI pour parler de comment gérer l'hypercroissance de ma startup. En attendant, très bonne journée à tous.